on a ce mid-management intermédiaire qui ne sait plus trop comment danser parce qu'ils ont encore l'habitude de dire entre guillemets oui amen à une ancienne génération de comex et qu'ils ont en dessous d'eux des gens qui ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses et pas uniquement parce que t'es mon boss. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans le podcast Beyond the Role. Aujourd'hui, on retrouve Laetitia Dangoise qui est Customer Experience Officer chez le groupe Rossel. Également, tu as un gîte que tu gères avec ta famille et tu es passionnée de course à pied, mais aussi une dernière casquette, parce que tu es multicasquette. Tu as aussi monté Whimsy, donc dans lequel tu es CEO et fondatrice avec Jing Jing. Je pense que justement ce podcast va être assez intéressant parce que en effet, tu as plein de casquettes, c'est Beyond the Role pas pour rien parce que justement il y a plein de rôles différents, donc on va avoir plein de choses à discuter ensemble. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, Laetitia. Merci Margot. On démarre avec la première question que je pose à chaque fois. Quelle est ta propre définition du leadership, Laetitia? Alors le leadership, c'est un grand mot, mais pour moi, c'est vraiment d'abord une capacité à inspirer et à fédérer, je vais rajouter par l'exemple. Pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui va vraiment incarner les valeurs, son niveau d'engagement au niveau de la société et qui va démontrer par l'exemple en fait ce qu'il souhaite voir aussi chez les autres. Et idéalement sans avoir à devoir utiliser une autorité stricte qui est fédérée par un titre dans une société, mais vraiment que ça devienne naturel. Alors, pour moi, manager par l'exemple, c'est faire preuve vraiment de consistance, de transparence, d'empathie aussi. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, susciter naturellement l'envie des autres de suivre cette direction. Alors, je dis pas que c'est vraiment facile, c'est pas facile tous les jours. C'est l'ambition que je me donne, c'est l'envie que je me donne, mais je peux pas vraiment dire que ce soit quelque chose qui soit tous les jours facile avec le stress. On n'a pas toujours le temps de montrer cette empathie, toujours le temps d'être là pour écouter tout le monde, toujours le temps d'être à la hauteur, le manager à la hauteur qu'on souhaite, mais c'est l'ambition. J'entends que c'est un peu comme un challenge au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu te re-questionnes en disant « Ok, sur telle ou telle chose, là, je suis OK, je suis alignée, c'est l'ambition que j'avais. » Et puis finalement, il y a d'autres moments où tu te dis « disons que j'ai un champ d'évolution possible, je peux faire encore mieux, je peux m'aligner tous les encore jours, plus. » toutes les réunions, où on termine, on se dit « Ah, zut, là, j'ai peut-être été trop direct. Là, j'aurais peut-être dû plus écouter. Là, voilà. » Donc finalement, derrière le leadership, il y a aussi ce questionnement un peu perpétuel de comment est-ce que j'aurais pu faire mieux finalement, et là où d'être OK à voir un petit peu là où on n'a pas été parfaitement aligné avec cette idée théorique du parfait leader. Exactement. Deuxième question que je pose tout le temps, qui tique un petit peu plus, je pense, c'est quelle est ta définition de l'ambition féminine? Alors, ambition et féminine dans le même mot, je pense que ça résume bien ce qu'on va discuter aujourd'hui, mais pour moi, l'ambition féminine, c'est vraiment l'ambition dans toute sa richesse et sa diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours un peu tendance à lier l'ambition à une carrière professionnelle, à une ambition professionnelle. Or, pour moi, une ambition, c'est une vision qui peut être multidimensionnelle, qui peut être vraiment liée à, oui, bâtir une carrière, c'est clair, mais construire un foyer chaleureux, voir grandir et élever ses enfants, s'occuper d'un proche, s'engager dans des causes importantes, c'est aussi des ambitions et qui sont peut-être un peu plus liées à ce qu'une femme va ressortir quand on va lui demander ses ambitions, alors qu'un homme va directement plus penser à des ambitions de carrière. Or, pour moi, dans ces quêtes d'ambition, il y a aussi un besoin de reconnaissance. Et c'est un peu dommage qu'on ne reconnaisse pas toujours aussi les personnes qui font des choix raisonnés, pensés ou de cœur, d'aller vers des ambitions qui ne sont pas toujours peut-être des ambitions qui sont liées à une carrière professionnelle.
C'est hyper intéressant. C'est marrant parce que dans un autre podcast, on parlait de la notion de carriérisme. Quelqu'un qui est carriériste, et qui avait une connotation un peu négative derrière, du fait que, bah, aujourd'hui déjà, qu'est-ce qu'une carrière? Est-ce qu'on fait une carrière? Est-ce que carriériste, c'est que dans une boîte et cetera? Et j'entends quand même souvent que quand on reparle d'ambition, c'est vrai que c'est énormément lié à la notion de carrière, professionnelle. Toi, j'entends que du coup, tu as quand même 2, enfin 3 même, casquettes professionnelles dans lesquelles, finalement, tu as 3 manières, de développer ta carrière. On a bien évidemment la carrière, customer, de Chief Experience Officer. Je vais pas réussir à le dire. Non. Tu as évidemment ta casquette de Chief Experience Officer chez Russell Group, mais tu as aussi ce gîte, familial, donc avec lequel que tu gères en famille. Et puis, il y a aussi cette nouvelle casquette avec Whimsy, qui est encore autre chose, et tu le gères, j'imagine, d'une manière encore différente. Comment est-ce que dans ta propre histoire, ton propre parcours, tu vois ton ambition à toi et du coup féminine puisque tu es une femme? Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup mis mon ambition au travers de ma carrière, ça je dois le reconnaître, hein, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup porté, malgré que j'ai une famille, que j'ai 4 enfants, et cetera. J'ai toujours beaucoup investi de temps, d'énergie, dans ma carrière professionnelle, donc dans mes ambitions liées à ma carrière professionnelle. Mais j'insiste vraiment sur ce côté pluralité au niveau de l'ambition, parce que j'ai souvent des femmes dans mon équipe qui viennent me dire: «Oui, mais oui, mais toi, t'es carriériste ou toi, t'as de l'ambition.» Je dis: «Mais non, tout le monde peut avoir de l'ambition, mais il faut faire des choix. On peut pas tout vouloir et chaque choix a ses conséquences, chaque choix a des impacts. Mais après, on peut faire des choix et faire un choix de dire, ben moi, mon choix numéro un, c'est m'occuper de mes enfants et donc pour ça, je prends un temps partiel. C'est aussi une ambition et c'est aussi un choix. Il faut pas en rougir, il faut pas en être gêné, mais il faut l'assumer. Voilà, on peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, le salaire qui va avec. Voilà, il faut à un moment donné pouvoir faire des choix et les assumer et pas les regretter, ce qui est toujours un peu plus compliqué aussi parfois. Ouais, justement, il y a alors il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est faire des choix, certes, mais comment est-ce qu'on sait que c'est nos propres choix et que c'est pas le choix de la société, le choix de mon conjoint, le choix de ma famille, tu vois? Comment est-ce que tu sais à quel point ton choix, c'était du coup, bah, la partie professionnelle davantage, mais en même temps, tu as aussi fait le choix d'avoir des enfants, ce qui est pas forcément le cas d'autres femmes qui ont fait ce choix de carrière aussi. Comment tu sais, à quel moment c'est ton propre choix? C'est la question piège. Non, non, mais c'est une question hyper intéressante. En fait, je pense qu'il faut déjà voir où est-ce qu'on trouve soi-même son énergie. Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous drive? Qu'est-ce qui nous donne, voilà, cette énergie d'avoir envie de se lever le matin, d'avoir envie de partager une certaine passion, etc. Moi, personnellement, parler couche-culotte, ça m'a jamais passionnée, alors que je connais des mamans qui sont formidables à raconter les histoires de leurs enfants et pouvoir faire même des super stories sur Facebook. Moi, c'est le genre de truc, ça m'a jamais vraiment excitée. Pourtant, j'adore lire une histoire à mes enfants le soir, mais voilà, il y a des choses où ça m'a jamais porté d'avoir ce genre de discussion. J'entends Voilà. Et chercher je la pense, passion, en voilà, fait, il faut c'est ça? vraiment chercher qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous nourrit soi-même. Mais c'est vrai que tout ça est influencé par la société, est influencé, je vais même dire au-delà de ça, par l'éducation qu'on a reçue dans son enfance. Euh, mais il faut voilà essayer d'aller chercher vraiment là où on trouve son énergie propre et là où on a envie de se projeter. Maintenant, on n'est jamais sûr d'avoir fait le bon choix. Et ce qui est aussi important, c'est que le choix, il est jamais non plus définitif. Voilà, c'était mon deuxième point. Tout à l'heure, je t'ai dit 2 points. Le deuxième point, c'est comment est-ce que tu rebondis quand tu fais un choix et que finalement tu pas finalement à l'aise avec les impacts et que tu veux changer ça? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Alors, j'ai des conseils, pas des conseils, mais comment est-ce qu'on réagit? Je pense que ça dépend de chacun déjà. Je pense qu'il faut d'abord savoir accepter qu'on a peut-être fait un mauvais choix, ce qui est pas toujours évident parce que parfois, de nouveau, à cause du regard de la société, on pourrait vouloir s'entêter dans un choix qui ne nous correspond plus et qui ne nous ressemble plus. Donc, peut-être déjà pouvoir l'assumer, en parler, se faire accompagner. Alors, je parle pas spécialement de coach, de psy-hôte, mais parfois se faire entourer de gens qui nous écoutent et qui vont nous aider à accepter ce choix-là. Moi, parfois, dans ma carrière professionnelle, il y a des moments où
pas couper les ponts, mais je me suis un peu éloignée de certaines personnes et rapprochée d'autres parce que je sentais que c'était là où j'avais une énergie qui correspondait à mon besoin du moment, une écoute qui correspondait à mon besoin du moment. Et il faut aussi pouvoir s'encadrer de gens qui ont le même positivisme ou la même envie. Euh, et puis, euh, et puis derrière ça, ben oui, rien n'est jamais perdu. Maintenant, il y a quand même des choses sur lesquelles on ne revient pas. Il y a des momentum, que ce soit des momentum dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, sur lesquels on ne reviendra jamais. Je veux dire, à un moment donné, si moi je me dis, mais non, c'est bête, quand mes enfants avaient 4 ans, j'aurais dû être plus là, c'est trop tard. Mais inversement, dans la vie professionnelle aussi, si on décide de prioriser uniquement sa carrière privée ou son ambition privée personnelle pendant 40 ans, c'est très compliqué pour une femme de 55 ans de se réveiller et de vouloir avoir un job avec des ambitions carriéristes, pour prendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Il y a quand même des moments clés dans la vie, des momentum sur lesquels on ne pourra jamais revenir. Donc, mais c'est des moments où on peut se reposer les questions et se dire vers où je vais et est-ce que c'est vraiment la direction dans laquelle je veux aller. Maintenant, une carrière professionnelle, aujourd'hui, c'est 40 ans. Sur 40 ans, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses et de... C'est plutôt large, ouais. Voilà. Et tu parlais de Whimsy, mais Whimsy, c'est vrai que ça nous fait rencontrer. Donc c'est un e-commerce, un e-shop pour les artisans, hein, donc vraiment pour mettre en évidence tout ce savoir-faire local. Et ça nous permet de rencontrer énormément d'artisans. Et dans ces artisans, il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, qui au bout d'un moment, qui avaient des postes à responsabilité dans des grosses boîtes et qui à un moment ont vraiment fait le choix du bien-être personnel, du faire plutôt qu'avoir, qui donc ont fait vraiment des choix très forts en termes de revenus, mais qui sont aujourd'hui dans des travaux plus manuels, dans du faire pour se recentrer sur certains autres éléments parce qu'ils n'ont, à un moment donné, ils n'ont plus retrouvé dans leur autre ambition professionnelle ce qu'ils recherchaient peut-être au début. Et donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait louables et je trouve ça très bien d'oser se remettre en question à un moment donné et d'oser faire d'autres choix ou partir vers d'autres carrières. Ça résonne énormément avec ce que tu disais sur la notion de leadership au début, avec cette idée de prendre le recul, de se questionner, de jamais être enfermé finalement heu, une manière de l'idée. En fait, là, c'est un peu la même chose. On n'est jamais enfermé dans sa carrière. Il faut toujours se re-questionner sur ce qui nous interpelle, ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, pour reprendre le mot qu'on disait tout à l'heure, pour s'assurer que, moi, je trouve que ça résonne beaucoup parce que si tu es passionné ou au moins intéressé et curieux sur un point, tu seras engagé dans ce que tu fais et donc de facto, tu seras davantage intéressant pour les autres aussi. Tu partageras quelque chose de plus sympa pour ton équipe ou pour les personnes avec qui tu vas travailler, plus de manière générale. Donc je trouve qu'il y a un vrai lien avec cette idée de je me responsabilise, de toujours me questionner un petit peu, d'avoir parfois des moments de prise de recul et de toujours m'assurer que je suis en train d'apprendre, que ça me passionne, que c'est intéressant, que c'est en lien avec en effet ce qui m'intéresse à l'intérieur de moi et pas simplement ce que on m'a dit que c'était important et c'était intéressant, que c'est pas seulement le paycheck comme tu le disais pour là cette notion de voilà la reconversion et je passe à l'artisanat. Parfois ça peut avoir un impact sur le salaire. Ça en a un très régulièrement. Très régulièrement, oui, très souvent. Oui, oui, oui. Eh oui. Donc ouais, cette notion de prise de recul dont tu parlais finalement au début, avec cette idée de leadership, elle est aussi présente tout au long de sa carrière finalement. Oui. En fait, je pense qu'il Carrière en faut, général. et encore plus aujourd'hui que ça ne l'était hier, hein. Je pense que nos parents avaient encore une carrière qui était un peu acquise, hein. Quand on rentrait dans une entreprise ou dans une filiale, on faisait carrière dans l'entreprise ou dans la voie qui s'était fixée. Éventuellement, on changeait une fois sur sa carrière pour aller chez un concurrent ou parce que sa société était rachetée. Mais globalement, il y avait quand même cette notion de il est rentré chez, comme si on ne pouvait plus en sortir. Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Les carrières. Enfin, et d'ailleurs, même en restant dans la même filière, aujourd'hui, on est obligé de se réinventer allez, perpétuellement. Les nouvelles technologies, enfin, je ne vais pas faire la vieille qui parle, mais quand on voit l'évolution qu'on a connue en 20 ans, c'est astronomique. Quand j'explique à mes enfants qu'il y a 20 ans, on commençait à découvrir des téléphones portables, qu'on devait rentrer chez soi et on envoyait nos commandes sur les premières carrières par fax,
ils me regardent avec des yeux de merlan frit en me demandant mais c'est quoi ça, hein, c'est quoi un fax quoi. On se rend compte que les gens aujourd'hui qui ont entre 40 et 50 ans, ils ont vraiment dû réapprendre en permanence et tous les jours euh, à, à réinventer leur job. Donc C'est super intéressant. Il y a aussi justement cette partie que je trouve passionnante sur la notion de genre, c'est que, en effet, il y a 40, 50, 60 ans, il y avait aucune femme dans les Code et les Comex. C'est-à-dire qu'il y en avait pas une, c'est qu'il y en avait aucune. Et donc ça a aussi un impact sur les changements dont tu parles, hein, finalement. Ça fait aussi partie des nouvelles choses, ça fait aussi partie de l'évolution, constante finalement de la société et de la civilisation, aussi. Heu, donc la nouvelle technologie, mais aussi finalement les équipes plus diverses, que ça soit dans les CODIR ou les COMEX ou ailleurs, hein, bien évidemment, parce que aujourd'hui, dans les CODIR et les COMEX, on a encore très peu de parité, malheureusement, mais on commence à en avoir davantage dans les hiérarchies en dessous. Il y a des équipes qui sont de plus en plus paritaires, ils arrivent de plus en plus à avoir des femmes dans des métiers masculins, etc. Ça chamboule aussi toute la notion de leadership, finalement, ces changements-là. Le changement de l'âge aussi, tu parlais de l'évolution et des changements. Il y a un point, moi, que je trouve assez intéressant, j'adorerais avoir ton retour là-dessus. On dit que les nouvelles générations ne sont plus si intéressées à atteindre les sphères de pouvoir. Est-ce que ça résonne et qu'est-ce que ça résonne pour toi justement de savoir ça? bah, d'abord, la première résonance que j'ai, c'est j'aime vraiment pas les généralités. On dit, pour moi, quand on dit les nouvelles générations, c'est comme quand on dit les femmes. C'est comme si toute cette nouvelle génération devait avoir les mêmes envies que toutes les femmes, alors qu'on a tous des envies différentes. Euh, Maintenant, je pense que c'est clair que nos enfants ont été élevés avec une notion de liberté, de choix plus large que ce que nous, on a peut-être été élevés. Euh, et donc, ils ont, ou du moins, il y a une plus grande proportion dans cette population-là qui se donne le droit de dire, ben non, moi je suis un homme et en fait faire carrière, ça ne m'intéresse pas. Ou oui, je suis un homme, mais je vais prendre mon congé parental pour m'occuper de mes enfants et parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants, j'ai envie d'être à la maison, j'ai envie de plus de temps pour moi, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de voyager. Je pense que enfin en tout cas moi j'ai été encore éduquée dans une mentalité où quand on sortait des études, ben on allait travailler et les parents nous faisaient bien comprendre qu'on n'allait pas glander entre guillemets pendant 6 mois dans le fauteuil à se demander si on avait envie ou pas envie d'aller travailler ou si on avait envie ou pas envie d'aller faire un tour du monde. Là où aujourd'hui, je pense que voilà, il y a une nouvelle génération qui peut se permettre ce genre de choses parce qu'on les a aussi un peu plus éduqués à s'écouter. Alors bah, maintenant, est-ce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême de l'enfant roi qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais c'est vrai que moi, j'entends beaucoup plus dans mes équipes des hommes qui font des choix de prendre du temps pour leur famille et je trouve ça fabuleux. Des gens qui font des pauses pendant 1 an pour aller faire un tour du monde. Donc ça, c'est voilà, c'est des choses qui étaient plus exceptionnelles dans le temps et qui sont plus régulières aujourd'hui. Et selon toi, justement, le fait que ça a évolué, est-ce que ça crée quelque chose de différent, dans les entreprises? Et j'ai même envie de te questionner sur, l'évolution possible, dans les, CODIR et les COMEX. Est-ce que tu penses que ça a un impact, ce changement, de perception dans, ouais, dans ces notions de bout de carrière, tu sais, j'arrive au bout, je suis, au CODIR et au COMEX, c'est censé être le bout de la carrière. En fait, pas du tout. En fait, ça peut être une partie et ça peut te permettre d'évoluer, différemment. Oui, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, dans certaines sociétés, il y a une vraie fracture entre les personnes qui sont dans le COMEX et les personnes qui font partie des équipes. Et que aujourd'hui, moi, ce que je constate dans plusieurs sociétés, c'est un vrai problème de mid-management où on a ce mid-management intermédiaire qui ne sait plus trop comment danser parce qu'ils ont encore l'habitude de dire entre guillemets oui amen à une ancienne génération de comex et qu'ils ont en dessous d'eux des gens qui ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses et pas uniquement parce que t'es mon boss. Donc qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'avoir des valeurs, qui ont besoin d'avoir des missions, qui ont besoin d'être responsabilisés
qui parfois veulent un peu tout, hein. Quand on parlait tout à l'heure du beurre et l'argent du beurre, ça veut être bien payé, ça veut des horaires flex, ça veut télétravailler. Donc il y a aussi ces besoins aussi de retrouver un certain équilibre. Est-ce que ça va avoir de l'impact sur les COMEX? Oui, probablement. Ouais, probablement. Je pense que d'ailleurs, on commence à voir toute une série de sociétés scale-up qui commencent à grandir et à avoir des CEO excessivement jeunes à la tête des entreprises, ce qui peut être aussi une très 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 chouette chose et très bonne chose. Mais j'ai pas la boule de cristal. Je sais pas vraiment comment ça va évoluer et ma crainte, c'est qu'on se retrouve dans un monde un peu à deux vitesses en fonction des types de sociétés et des cultures d'entreprise. Et justement, là, tu parlais des codir, donc il y a cette difficulté-là, puisque du coup, je comprends que c'est pas le codir ou le comex d'ailleurs ne parle pas directement à tout le monde. Il y a un effet de hiérarchie qui permet du coup de pouvoir faire passer au mid-management, et cetera. Comment est-ce que toi tu le vis, tu le ressens quand vous devez prendre une décision, quand tu as un moment où j'imagine que tu prédis un petit peu que la décision sera pas prise, sera pas tout à fait les gens seront pas tout à fait alignés avec cette décision. Tu sais que c'est une décision qui va être difficile, à proposer. Quels sont tes conseils, ou stratégies, j'ai envie de dire, pas parce que tu es stratège, mais plutôt, mode de fonctionnement à ce moment-là, pour t'assurer qu'il y ait cette compréhension de sens, de vision, de pourquoi vous le faites, et cetera? Est-ce que tu as modifié du coup ta manière d'agir, par rapport à ça? Je pense que ça dépend très fort de la culture d'entreprise aussi. Ça, c'est vraiment très, très influencé. Moi, j'ai connu quand même des cultures d'entreprise très, très différentes dans ma carrière. Je vais dire jusqu'à ma dernière expérience professionnelle, j'étais plutôt dans les cultures d'entreprise assez mixtes, où j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir à prouver quelque chose parce que j'étais une femme. Oui, prouver quelque chose parce qu'on est dans un codir ou dans un comex, c'est normal. On a des objectifs, on a des chiffres à atteindre. Mais est-ce que j'avais l'impression de devoir prouver plus parce que j'étais une femme par rapport à mes collègues masculins? Pas vraiment, ce qui est un peu différent dans des entreprises peut-être un peu plus traditionnelles, avec un peu plus à l'ancienne. Alors dans les premiers types d'entreprises, j'avais envie de dire, c'était d'abord on avait beaucoup plus de latitude en tant que responsable de division ou d'équipe, était plutôt à nous donner un objectif et quelque part le moyen de mettre en place pour l'atteindre, mais c'était à notre libre arbitre pour peu qu'on soit aligné. Et donc, ça donne une faculté d'expliquer beaucoup les choses aux gens et d'expliquer pourquoi on fait les choses, où est-ce qu'on veut les mener et d'avoir beaucoup de cohérence dans la trajectoire. Ce qui donne une faculté, quand je parlais au début de management by example, ça donne une faculté aussi de démontrer et d'apporter, d'amener les gens dans la direction qu'on veut. Je pense qu'on est dans des sociétés un petit peu plus hiérarchiques et un peu plus traditionnelles ou à l'ancienne. On est quand même encore sur du management très descendant. Et donc, c'est pas toujours évident quand on a des CEO, propriétaires de sociétés qui viennent donner des guidances très claires sur ce qu'ils veulent. Pas ce qu'ils veulent atteindre, mais ce qu'ils veulent voir faire, clairement. Et là où on se retrouve un peu dans des situations où on doit transmettre la bonne parole en essayant de faire adhérer des gens à des choses qui sont plus compliquées pour eux de comprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a cette idée de vision, en fait. On est tous dans la même vision. Quand tu parles de culture dans l'entreprise, j'imagine qu'il y a aussi cette notion on a tous les mêmes valeurs, on a tous envie du même, du même impact, en fait, dans la société. Et donc, c'est plus facile parce que comme on est aligné sur ces choses-là, finalement, dans la notion de faire, c'est plus facilement associé à ces choses-là. OK. C'est un point intéressant et justement dans des codires où c'est peut-être plus traditionnel, et du coup tu ressens un petit peu j'entends que, je le perçois dans les différents podcasts que je fais, et cette idée de culture, de boîtes qui sont plus anciennes, qui sont là depuis plus longtemps, doivent bouger avec la société versus des boîtes qui vont être peut-être plus nouvelles. Dans un des podcasts, je parlais avec une grande, ouais, c'est une grosse start-up scale-up, et
techniquement, tu sens que le changement a été plus facile parce qu'elle est arrivée avec le changement. Comment est-ce que tu le perçois et qu'est-ce que ça a comme impact dans les choix du codir, dans les choix du codir ou du comex quand vous prenez une décision? Est-ce que tu vois qu'il y a un impact, toi qui as pu voir un peu les différents aspects, est-ce que tu vois qu'il y a un impact de cette mouvance peut-être plus lente du fait que ça soit plus ancien et plus traditionnel? Oui, bien sûr. Quand tu es dans des sociétés plus scale-up, hein, plus agile, ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais adhérer tous les gens à une certaine vision et que tu leur donnes l'autonomie dans certaines règles, mais une autonomie pour implémenter cette vision, ça donne cette faculté d'être très très agile, très rapide, et donc de pouvoir aussi avoir des impacts, je pense, sur les chiffres beaucoup plus rapides, et donc, voilà. Donc financièrement pouvoir s'y retrouver à moindre coût, parce que forcément tout le monde s'implique dans l'histoire. Dans des sociétés un peu plus traditionnelles, moi ce que je constate, c'est que finalement, en fait, il y a des guidances qui sont données, mais qui sont pas toujours comprises, qui sont pas toujours assimilées par les personnes plus opérationnelles, et que donc en fait chacun il va à sa guise de sa compréhension de la direction donnée, parce qu'ils n'ont pas toujours bien compris la vision et la mission. Ils ont compris qu'on leur demandait de remplir un bouton rouge, point barre. Et il y en a qui vont le remplir un peu plus foncé, un peu plus clair. Le bouton peut être carré, le bouton peut être rond. Mais ils font les choses parce qu'on leur a demandé de faire les choses et pas parce qu'ils ont compris où on voulait les amener. Et donc, ça rend la société plus lente, avec beaucoup plus d'allers-retours, beaucoup plus de frustration, et moins d'impact sur les résultats, parce que les gens ne voient pas les résultats ou ne sont pas drivés par leurs objectifs, ils sont en fait drivés par la guidance du management, ce qui n'est pas toujours la bonne raison pour faire les choses. OK, du coup, là, tu vois, tu parles, de motivation intrinsèque et motivation extrinsèque et c'est hyper intéressant. C'est est-ce que ma motivation, elle provient, de l'intérieur et de choses qui m'importent à moi ou est-ce que ça provient de l'extérieur? Et voilà, bien évidemment, ce qui est, intérieur a plus d'impact, et aussi est plus durable, finalement, quand on a cette motivation-là. Ça me questionne, du coup, sur un point que, moi, je trouve assez intéressant. Les femmes qui évoluent le plus rapidement, dans les statistiques. Alors oui, encore une fois, on va généraliser, je suis désolée Laetitia, je suis un peu obligée du coup de généraliser parce que en effet, il y aura toujours des personnes, des femmes, des hommes qui feront les choses différemment et qui seront parfois même pionniers sur certains points. Mais du coup, là, si on généralise, les femmes qui évoluent le plus rapidement dans leur carrière sont des femmes qui ont plus souvent changé d'entreprise pour justement évoluer sur différents postes. Du coup, ça dirait que, en effet, de rester dans la même boîte, finalement, ne t'apporte pas une évolution de carrière aussi importante que quand tu changes de boîte. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Ou est-ce que pas du tout, selon toi, c'est pas ça? Je pense que ce que tu viens de dire, c'est une vérité générale, pas pour que les femmes, pour les hommes aussi. Enfin, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je me dirais, si je réfléchis par rapport à tout ce que j'ai vu, je pense que le fait, en fait, de changer de boîte permet d'aller chercher des fonctions euh, plus importantes. Et c'est un peu logique puisque au sein d'une même société, on va attendre que la place se libère. Et puis, une fois que la place se libère, parfois, on est plusieurs candidats pour atteindre un certain poste. Là où, quand on va chercher ailleurs, ben forcément, c'est parce qu'il y a une demande sur un poste particulier. Et donc, clairement, ça peut jouer dans la carrière. Après, si je réfléchis pour ce qui me concerne, moi j'ai été assez fidèle, je veux dire, à mes employeurs, hein, puisque sur 25 ans, ouais, plus ou moins 24 ans de carrière, j'ai eu 4 employeurs en fait différents. Donc 8-9 ans chez Procter Gamble et puis après 7 ans, 5 ans. Et là, ça fait 3 ans que je suis chez Rossel. Donc et j'ai chaque fois évolué au sein de la société dans laquelle j'étais. Je suis pas sûre que cette question, en fait, de est-ce que les femmes doivent changer d'employeur pour faire carrière est valable uniquement pour les femmes. Si je regarde autour de moi, dans mon entourage, je pense que forcément, le fait, pour un homme aussi, le fait de changer d'employeur, généralement, ça donne un boost, en tout cas sur un temps déterminé, à la carrière. Et c'est assez logique, puisque dans une société, vous allez attendre que la personne
qui occupent le poste au-dessus de vous doivent s'en aller et qu'il y ait une place qui se libère, ou que il y ait un nouveau projet, un changement de structure qui génère des nouvelles opportunités. Là où quand vous allez voir ailleurs, ben forcément vous avez une pléthore d'opportunités qui s'offrent à vous et vous pouvez aller chercher le type de fonction qui vous intéresse et vous allez être accueilli un peu comme un dieu puisque vous venez remplir un besoin qui est latent dans l'entreprise. D'ailleurs, j'ai toujours changé pour des secteurs très différents, tout en gardant une continuité et un fil rouge sur tout ce qui est vraiment création de nouvelle équipe, gestion de nouvelle équipe et tout ce qui touche autour du marketing digital, de la donnée et de tout ce qui est lié à la personnalisation. Mais j'ai toujours changé pour autre chose, hein, de l'annonceur vers l'agence, de l'agence vers l'éditeur de logiciels, de l'éditeur de logiciels ici vers de nouveau une marque média. Donc c'est des choses qui sont assez variantes. Donc c'était plutôt voilà un besoin de changer d'employeur, mais pas du tout un sentiment d'avoir une carrière bloquée, que du contraire. Et voilà, chez mes différents employeurs, j'ai chaque fois eu des évolutions de job. Donc changer c'est bien. Changer trop, je pense que c'est pas non plus une bonne chose. Qu'est-ce qu'on perd si on change trop du coup? Je pense qu'au bout d'un moment, on se retrouve confronté à des problèmes d'être, comment je vais expliquer? Un employeur, il va investir du temps, de l'énergie dans un nouvel employé, pardon. Et il va attendre, et certainement sur des postes à responsabilité, d'avoir un minimum de continuité. Si sur votre CV, à un moment donné, on a l'impression que tous les ans, vous avez changé d'employeur, ça donne un peu une impression de quelqu'un qui se cherche, de quelqu'un qui manque de stabilité, de quelqu'un qui n'a pas non plus l'occasion de mettre en place des stratégies et des méthodologies et de voir le résultat de ces impacts. Là où si vous avez fait 2, 3, 4 assignments ou jobs dans une société, ça montre vraiment que vous avez pu construire quelque chose, assumer les conséquences de ce que vous avez construit et que sur cette base, vous avez pu évoluer dans la société. Donc, ça donne quand même une image un peu différente. Donc, je pense qu'il faut un peu balancer les deux, aller de temps en temps chercher dans sa carrière une évolution, certainement quand on se retrouve dans une situation où on sait que potentiellement, il n'y a rien qui va se libérer au-dessus de soi et qu'on a envie d'autre chose. Mais ça ne doit pas, je pense qu'il ne faut pas construire sa carrière sur des changements de fonction d'une société à l'autre parce que sinon, ça risque de devenir d'être perçu comme très opportunistique et pas très constructif ni visionnaire. OK. Et donc pas forcément en lien avec cette première définition dont tu nous parlais de leadership. Quand on parle de ces moments-là, donc en effet, il y a des évolutions internes, il y a des évolutions et des gaps qu'on va pouvoir aussi avoir, en changeant d'entreprise vers l'externe. Il y a aussi des changements, j'imagine, dans ta carrière, toi qui es maman de 4 enfants. Il y a aussi des moments, où ça a pu, ça peut chambouler certaines carrières d'avoir des enfants. Quel a été ton impact, toi, sur ce changement de vie, j'imagine avec le premier enfant, mais également sur les différents autres, congés maternité? Chez moi, très peu, en fait. Pour 2 choses. Tout d'abord, et c'est un choix qu'on a fait, hein, j'ai fait le choix d'avoir des enfants très jeunes et donc mes 2 premiers enfants, je les ai eus, le premier, j'étais encore à l'université, je travaillais en parallèle, mais je n'avais pas encore un poste à responsabilité, on va dire, à ce moment-là. Et donc voilà. Et puis le deuxième, je l'ai eu aussi en terminant, enfin juste à la fin donc de mon cursus scolaire, puisque j'ai terminé au mois de juin et il est né 6 jours plus tard, donc c'était vraiment à la fin. Et donc pour les 2 premiers, mais j'ai pas eu vraiment de congé de maternité, d'arrêt de maternité. Je combinais les enfants, un job. J'étais rentrée déjà chez Procter, mais j'étais sur un job pardon. Pour les 2 premiers, j'ai vraiment pas eu d'impact sur ma carrière. Pour le troisième et le quatrième, c'était un peu différent. Le troisième, ça s'est mis assez naturellement entre un changement de 2 fonctions au sein de la même société, mais donc j'ai terminé un de mes assignments en sachant, et là j'avais la chance chez Procter, en fait, il y a vraiment un plan de carrière qui est défini comme ça et qui permet de pouvoir avoir une vision de son plan de carrière. Bon, pas à très très long terme, mais on sait que normalement tous les 2 ans environ, on a un changement de plan de carrière et donc le troisième est arrivé dans une situation où ça, c'est comme l'avantage d'un congé de maternité, c'est que c'est planifié.
C'est pas comme un accident, c'est pas comme une absence, c'est pas comme une maladie, c'est planifié. Et ça, c'est toujours un truc qui me fait aussi un peu rire quand les employeurs critiquent un congé de maternité parce que c'est organisable, c'est planifiable. Et donc ici, comme c'était planifié, on a prévu mon changement de fonction à cette période-là. Donc j'ai eu quelqu'un qui est venu me remplacer juste avant que je parte et moi j'ai pris la place de quelqu'un quand je suis rentrée 3 mois plus tard. Donc ça s'est très très bien mis. Et alors pour le quatrième, qui était un peu une surprise et donc qui était pas planifié, je venais de changer de job et surtout je venais de prendre des responsabilités. Je peux pas vraiment dire que j'ai pris de congé de maternité. J'ai un peu géré. Donc une vraie différence quand même quand c'est planifié, que quand, bah, ça arrive un petit peu par surprise, on va dire. Il y a une vraie différence dans ta gestion de carrière à ce moment-là. Là où quand c'est planifié, que c'est voulu et que voilà, tu as choisi ce moment-là, c'était finalement plus facile parce que c'était organisé, Je par pense rapport qu'il y à a ça. moyen. Voilà, je pense qu'une carrière, ça se gère. Alors, bon, maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi parce que moi, j'ai la chance d'avoir jamais eu de soucis non plus pour tomber enceinte et donc de pouvoir planifier ces choses-là. C'est pas donné à tout le monde. Donc, une personne n'est pas l'autre, une situation familiale n'est pas l'autre, une femme n'est pas l'autre. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir que ça se mette dans ces planifications. Mais c'est vrai que bon, en plus, bon, les femmes qui ont des jobs à responsabilité dans les codires et 4 enfants, il y en a pas des masses. Mais c'est vrai que pour mes 2 premiers enfants, le fait de les avoir eu très jeunes et donc encore dans une partie de ma carrière où j'avais pas encore trop de responsabilités managériales, ça c'était plus facile. Ça t'a aidé? Mmh. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que c'est un point important du podcast et c'est aussi pour ça que je veux plusieurs femmes et que c'est pas toujours la même femme qui donne ces conseils. C'est parce que justement, il y a plein de parcours différents. Hem Il y a au-delà des parcours, il y a plein de vies différentes, comme tu l'as dit. On parle pas que, on parle pas que de l'école que tu as faite, on parle pas que des boîtes que tu as faites et cetera. On parle aussi de dans ta vie personnelle. Tu vois, tu as pu les avoir jeunes parce que tu as rencontré ton mari jeune, c'est pas le cas de tout le monde. Tu étais chez Procter& et Gamble qui est une boîte qui depuis longtemps est plutôt avancée sur ces parties-là justement, et sur la place de la femme dans son monde professionnel. C'est une boîte américaine en plus qui voilà, c'est des personnes, c'est une société, la société américaine qui est davantage avancée sur ces sujets-là. On l'est un petit peu moins en général, encore on généralise, on l'est un petit peu moins en Europe. Donc oui, évidemment, il y a des faits dans nos vies qui peuvent pas être changés et qui sont comme ça. Après, je trouve que c'est toujours inspirant justement de se rendre compte que il y a des choses qui sont possibles et que ça peut être applicable à certains niveaux dans notre vie. Et puis ça nous permet aussi de se rendre compte que, tu vois, finalement, c'est OK d'être étudiante, de taffer, d'avoir ta maternité. Enfin, finalement, tu vois, ça montre aussi, que tu avais aussi, plusieurs casquettes à ce moment-là, que, tu avais, voilà, on arrive à gérer des situations, peut-être parce qu'elles étaient choisies, peut-être parce que c'était un choix pour toi et que c'était pas «subi» entre guillemets? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, oui, un choix, clairement. Ça n'a pas été subi du tout, c'était un choix. Je pense la deuxième chose, c'est se faire aussi accompagner. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un homme aussi qui a un partenaire de vie à ce niveau-là. Et je pense que c'est très, très important pour discuter avec beaucoup de femmes, etc. On peut pas faire une carrière professionnelle en étant porté par la culpabilité et en ayant, entre guillemets, la tête tous les soirs en rentrant à la maison avec un homme qui dit mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. Non, c'est un choix qui doit être un choix de couple. Et donc ça, pour moi, c'est un truc vraiment important. Si on veut faire carrière, il faut aussi se faire accompagner par un conjoint qui respecte ces valeurs-là et qui a cette vraie notion de équité, de parité entre hommes et femmes et qui a aussi envie. Alors lui aussi il fait carrière, donc c'est pas incompatible, mais qui a aussi cette notion de partage des tâches, des responsabilités, que ce soit au niveau des enfants, mais que ce soit aussi au niveau de faire les courses. Voilà. Après, chacun ses forces. J'ai un mari qui fait pas du tout la lessive, mais qui va faire les courses le soir. Donc voilà, ça c'est chacun ses L'équilibre. forces. L'autre chose, je pense qu'il faut aussi accepter de se faire aider par de l'externe. C'est des choix, mais c'est des investissements, c'est des coûts. On ne peut pas tout avoir de nouveau. Mais nous, on a pris le parti très vite d'avoir une nounou, hein, donc une dame qui venait
3 jours par semaine à la maison. On n'a pas jamais pris de jeune fille au père chez nous, mais bon, chaque situation est différente, qui venait 3 jours par semaine à la maison pour aller rechercher les enfants à l'école. Et c'était aussi un parti pris, c'était un investissement important. On n'avait pas la chance d'avoir des parents qui pouvaient nous accompagner. Mais c'est aussi important de pouvoir se dire, je prends quelqu'un pour mon ménage, je prends quelqu'un pour aller chercher les enfants à l'école. Et finalement, de s'octroyer des moments en famille et des moments avec les enfants qui sont des moments de qualité, plutôt que de la quantité. Certains parents ont la possibilité d'offrir des quantités, c'est bien, mais quand on est une femme, maman carriériste, on ne sait pas offrir toujours la quantité. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir offrir la qualité. Et donc, on s'est très vite rendu compte, moi, au tout début, où c'était un peu tout le temps, tout vite, trop vite tout le temps. C'était vite le matin, partir à 6 heures du matin pour être au boulot avant tout le monde, pour pouvoir vite avant tout le monde partir, pour vite être les derniers parents à la crèche, pour vite à 6h30 rentrer à la maison, pour vite donner à manger et vite donner les bains et vite. Et finalement, on se dit, mais ça, c'est pas possible. Et donc, on a pris quelqu'un et c'est vrai que ça permettait, quand on rentrait à la maison, de se dire, à 19h ou 19h30, mais quand je rentre, les bains sont donnés, les repas ont été donnés et j'ai 1 heure devant moi avec mes enfants pour lire une histoire, pour faire un jeu de société, pour faire un gros câlin, pour parler de la journée. Et finalement, c'est aussi des choix qu'on fait, de se dire, voilà, j'ai peut-être moins de temps, mais comment est-ce que je m'arrange pour que ce temps reste un temps qualitatif avec les enfants? Ouais, c'est un très beau conseil, je pense. Merci. J'aimerais terminer sur un conseil un peu plus pratique, autour de alors j'imagine surtout autour des moments de codir ou de comex que tu vis, sur la notion de prise de risque. Je sais que c'est un point qui est souvent mis en avant, voilà pour, quand on est à ces niveaux de poste-là, alors on prend beaucoup de décisions et à travers ces décisions, il y a des décisions, qui peuvent être un peu risquées, sur lesquelles on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais on est obligé, de faire ces choix-là. Quels seraient, voilà, qu'est-ce que tu voudrais partager à des femmes qui, soit sont dans des codires et des comex qui cherchent à avoir des conseils, soit des femmes qui veulent, atteindre ces postes-là? Comment est-ce que toi tu vis ces prises de risques? Ces prises de risque, je pense qu'elles sont essentielles. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on attend de personnes qui sont à des niveaux de comex ou de codir, c'est d'être capable, avec des éléments donnés, de prendre des risques. Donc ça, c'est un fait. Il y a 2 choses. Je pense qu'il faut d'abord arriver à les prendre sans en être malade. Donc il faut vraiment arriver à garder une certaine aussi distance entre les décisions que l'on prend et sa personne soi-même. Voilà. La deuxième peut-être chose, c'est moi j'ai toujours pris des risques, oui, des décisions, etc. Mais toujours en me disant, il faut que je puisse me regarder devant le miroir. Donc vraiment, je pense qu'il faut rester aussi en ligne avec ses valeurs profondes et pas aller faire des choses sur lesquelles on est contre. Et si on est contre quelque chose, moi je préfère me battre pour ne pas le faire, quitte, si c'est nécessaire, à partir. Mais je ne vais pas aller faire quelque chose qui sont fondamentalement contre mes valeurs profondes. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Maintenant, oui, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas agréables à faire. Licencier quelqu'un, ça reste pour moi un vrai challenge, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est toujours très très compliqué dans une carrière, quelles que soient les raisons, parfois très bonnes ou très mauvaises pour le faire, mais voilà. Mais il faut qu'on y croie, il faut qu'on sache pourquoi on le fait et qu'on se dise, oui, en fait, c'est la meilleure solution pour l'équipe, parce que cette personne apporte une mauvaise ambiance, c'est la meilleure solution pour l'entreprise, parce que pour une raison ou une autre, économiquement, c'est plus possible, c'est la meilleure solution parfois pour cette personne, et parfois on est intimement convaincu que c'est la bonne solution aussi pour elle, même si elle ne le voit pas toujours. Voilà, il y a des choses qu'on doit prendre qui ne sont pas très agréables, mais voilà, ça fait partie du rôle d'un leader dans une entreprise, c'est de pouvoir prendre ses décisions. Et la dernière chose que je conseillerais aux femmes, c'est toujours de se préparer. Alors, il faut faire très attention en fait d'avoir des arguments qui sont trop émotionnels, trop intuitifs ou trop intuitifs, pardon, lors de ce genre de réunion, parce que c'est un peu, surtout dans des sociétés un peu plus old school, un peu la vision qu'ont les femmes, ce côté émotionnel. Non, on peut, et moi je le fais encore aussi, avoir une intime conviction, le gut feeling d'un élément, se dire voilà, c'est vers là que je vais aller, mais tout ça, ça doit se rationaliser derrière, et ça doit se préparer, de se dire voilà, je vais voir les chiffres, je vais voir le business plan,
je vais voir les parts de marché, je vais voir les études Voice of Customer, je vais voir tels et tels éléments pour rendre mon argumentaire tangible, concret, factuel, et vraiment bien se préparer. Moi, j'ai toujours un motto, c'est que aussi, je me dis chaque fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, à un moment donné, si vous voulez aller défendre quelque chose et que vous doutez sur quoi vous défendez, n'y allez pas. On va ressentir vos doutes, etc. Donc, allez défendre des éléments et prenez des décisions quand vous êtes 100% vous-même convaincu que c'est la bonne décision à prendre. Merci pour ton partage. Merci pour cette hyper bonne phrase que j'adore. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est hyper intéressant et c'est hyper important à garder en tête, perso ou pro d'ailleurs. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast et je vais te poser du coup les 2 dernières questions. Quel est le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné, Laetitia ? Alors, tout à l'heure, tu as mentionné que Procter était une société très évoluée par rapport à d'autres sociétés, mais ça dépend aussi des personnes. Et comme dans toute société, il y a des personnes plus ou moins bien intentionnées. Et moi, ma première boss féminine, ça a été une vraie horreur, une vraie catastrophe, très très compliquée, et qui donnait des très très mauvais conseils. Et donc, par exemple, le type de conseil qu'elle donnait, c'est qu'une femme ne doit pas négocier son salaire parce que son salaire, c'est de l'argent de poche. Ce qui est quand même, je trouve, assez fabuleux pour une femme. Ou d'autres conseils du style, à midi surtout, tu ne vas pas manger avec les assistantes, il faut que tu ailles manger avec des gens qui sont mieux placés que toi dans la société. Ça, pour moi, c'est des conseils absolument horribles. Parce que dans une société, en fait, on a besoin d'avoir l'aura, l'écoute, l'ouïe de tout le monde. Et c'est très, très important en tant que leader aussi de pouvoir aller ressentir le feeling de toutes les personnes au sein de sa société, au sein de son équipe, et pas uniquement justement de rester dans cette sorte de chambre aseptisée, de ne côtoyer que ses pairs dans une société. Et donc, pour moi, ça a été le pire conseil de ma carrière que je n'ai jamais appliqué. Et qui t'a pas empêché d'arriver finalement aussi à des postes à responsabilité. Ok, merci beaucoup. Hyper important. Et c'est vachement en lien avec la notion d'exemple que tu as dit au début sur le leadership. L'exemple qu'on partage, c'est pas de ne rester dans sa petite cage, mais c'est bien de partager avec d'autres et de montrer l'exemple que l'on est. Autre question, quel est le meilleur conseil par contre qu'on ne t'ait jamais donné ? Alors, je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est reste toi-même. Parce qu'en tant que, peut-être en plus en tant que femme qu'en tant qu'homme, on est toujours dans le doute. On est toujours en train de se dire, attention, il faut pas que je sois trop autoritaire, faut pas que je sois trop directive, faut pas que je sois trop empathique, faut pas que je sois trop émotionnelle, faut pas. Et, ou pas assez. Ou pas assez. C'est assez compliqué parce qu'une femme qui est dans l'empathie, on va dire, mais elle est sensible, elle ne peut pas être un bon manager. Et une femme qui est dans l'autorité, on va dire, franchement, elle a un sale caractère, c'est là. Alors qu'un homme qui est autoritaire, on va se dire, waouh, il est super, super clair. Et donc, on a, je pense, toujours quand même ce côté à se dire, mais où est la bonne balance, où est le juste milieu? Et finalement, oui, il y a une personne qui m'a dit un jour, mais en fait, reste toi-même. Et je pense que c'est vrai parce que sinon on passe beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de se changer plutôt que finalement mettre cette énergie-là à réfléchir à quelle est la bonne stratégie, quelle est la bonne vision, vers où on veut amener la société, etc. Voilà. Un très beau conseil aussi. Et en lien avec cette notion de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, enlève les pseudo-doutes qui sont pas vraiment là en fait. C'est vraiment reconnecte-toi à ce que toi tu penses, à tes propres valeurs et là tu verras, tu ressentiras davantage le résultat. Merci. Qu'est-ce qui aurait été différent selon toi si j'avais eu un homme à ta place aujourd'hui ? Peut-être que tu ne m'aurais pas invitée si j'étais un homme aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Laetitia. Merci infiniment pour ce partage. Et puis, je te souhaite une merveilleuse journée. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires ? Avec quoi repars-tu de cette étude ? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Beyond the Roll. Tu peux également me taguer directement.
Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.